Le 20 novembre 1945, le palais de justice de Nuremberg ressemble à une ruche affolée. Dans la tribune de presse s'entassent 250 journalistes accourus du monde entier, sans parler des correspondances de guerre anglais, français, américains. Parmi eux, un visage connu, celui de l'écrivain John Dos Passos. Dans la salle, véritable société des nations, le brouhaha des voix se confond avec le ronronnement du dispositif de climatisation. Des tubes de néon déversent une lumière froide où tranchent les puissants faisceaux de 22 projecteurs braqués sur le box des accusés et l'estrade des magistrats. Les opérateurs des actualités cinématographiques s'en donnent à cœur joie. Il en faudra de l'encre à stylo et de la pellicule pour assurer le reportage du plus grand procès de l'histoire. Les accusés, installés en 2 rangées, sur de longs bancs de bois, discutent entre eux ou avec leur avocat. Leur box fait face à l'estrade des juges derrière laquelle, entre les hautes fenêtres, sont tendus les drapeaux américains, anglais, français et russes. Au pied de l'estrade, les sténographes pour les 4 langues officielles. Allemands et soviétiques se servent encore du classique bloc et crayon, tandis que les Français et les Anglo-Saxons utilisent des machines silencieuses de sténotypie. À la droite du box, devant les gradins des tribunes de presse et du public, la place de l'accusation. Un peu en avant, vers le centre de la salle, une table à pupitre où se tiendront les représentants de l'accusation ou de la défense lorsqu'ils prendront la parole. À la gauche du box, derrière une cloison vitrée, les interprètes. Chaque phrase ou partie de phrase sera immédiatement traduite dans les 3 autres langues. Dans toute la salle, chaque place est équipée d'écouteurs et d'un cadran permettant de se brancher sur la langue désirée. À côté des cabines des interprètes, la barre des témoins, avec un siège. Il faut s'attendre à des dépositions fort longues. La barre, le pupitre et l'estrade des juges sont munis de 2 ampoules, une jaune et une rouge. L'interrupteur dont elles dépendent ne peut être actionné que par les interprètes. La lumière jaune signifie « veuillez parler plus lentement », la lumière rouge indique l'arrêt total de la traduction. Ces quelques détails suffisent sans doute pour montrer à quel point ce procès dépassera les dimensions habituelles. Les débats s'étendront sur 218 jours, sans compter les dimanches et fêtes. L'histoire n'enregistra qu'un seul procès encore plus long, celui de Tokyo, contre les criminels de guerre japonais, qui durera 417 jours. Le procès verbal des séances comprendra 4 millions de mots et remplira 16 000 pages. L'accusation présentera 2630 documents, la défense 2700. Le tribunal entendra 240 dépositions et prendra connaissance de 300 000 déclarations faites sous la loi du serment. Les accusés seront défendus par 27 avocats, que secondent 54 assistants et 67 secrétaires. La traduction en 4 langues de toutes les pièces exigera 5 millions de feuilles de papier d'un poids de plus de 20 tonnes. Les laboratoires photographiques du tribunal feront 780 000 copies des documents. 27 000 mètres de bandes magnétiques et 7 000 disques enregistreront chaque parole prononcée au cours des débats, afin de pallier à une éventuelle défaillance des sténographes. Quant aux téléscripteurs des agences de presse, ils transmettront près de 14 millions de mots. Messieurs, la Cour. L'annonce solennelle retentit à 10h03, le 20 novembre 1945. Les 4 juges et leurs 4 suppléants entrent en file indienne. Les 6 occidentaux sont en robe noire, les 2 Russes en uniforme. Ils prennent place dans l'ordre suivant, de gauche à droite, vu du box des accusés. Les soviétiques, d'abord le juge suppléant, lieutenant-colonel Alexander F. Volchkov, un homme assez jeune, aux lèvres pleines, aux cheveux ondulés. À sa droite, le général de corps d'armée Yola T. Nikitchenko, à la bouche serrée, au regard aigu derrière les lunettes sans monture. Les Britanniques. Le suppléant Sir Norman Burkett, qui pendant toute la durée du procès sera obligé de rejeter en arrière ses mèches récalcitrantes. À sa droite, Lord Justice Geoffrey Lawrence. C'est le président de la Cour. Chauve, les lunettes constamment sur l'extrême pointe du nez, le visage massif, l'expression souvent rébarbative, mais aussi tempérée par un fin sourire d'humour bien anglais. Sir Geoffrey se montrera décidé à conserver la direction des débats. C'est un grand président, compétent, impartial et plein de sagesse. Les Américains. Le juge Francis A. Biddle, gentleman distingué.
le visage barré d'une moustache à la Clark Gable, son suppléant John Parker, avec ses cheveux gris, et son confortable double menton, évoquent un oncle débonnaire. Les Français. Le vieux professeur Donnedieu de Vabre, lunettes d'écaille et grosse moustache de phoque. Son suppléant, le conseiller de cour d'appel, Robert Falco, les cheveux très noirs, partagés par une raie stricte, presque aussi moustachu que son patron, la bouche plissée en un sourire quasi permanent. Certains journalistes bien informés s'attendent pour cette séance inaugurale à une petite scène à sensation. Depuis des semaines, Göring se vante de préparer une déclaration fracassante. Dans son esprit, ce sera très wagnérien. Tous les projecteurs se braqueront sur sa haute silhouette pendant que, superbe, inébranlable, il clouera l'ennemi au pilori. Or, tout se passe le plus prosaïquement du monde. La première journée est consacrée à la lecture de l'interminable acte d'accusation. Ce document, les 21 hommes assis dans le box l'ont déjà étudié, si bien qu'ils s'en désintéressent. Göring, immobile dans son coin, les bras sur la balustrade, le menton appuyé sur les mains, est l'image même de l'indifférence résignée. Comme la plupart des autres, il fait à peine semblant d'écouter. Papen a pris les écouteurs. De temps à autre, il tourne le cadran afin de suivre la traduction en anglais ou en français, deux langues qu'il possède à fond. Kettel, très droit, les bras croisés, montre un visage impénétrable. Quant à S, il plane dans une sphère irréelle. Avant le début de la séance, il a confié à Göring « Toute cette fantasmagorie va disparaître d'un seul coup. D'ici un mois, vous serez le nouveau Führer de l'Allemagne. » Un peu plus tard, il se plonge dans un livre emprunté à la bibliothèque de la prison. C'est un recueil d'histoires bavaroises. À un passage particulièrement drôle, S éclate d'un rire bruyant. Presque aussitôt, il est pris de violentes crampes d'estomac et obtient l'autorisation d'être ramené dans sa cellule. C'est le deuxième accusé qui fait défaut à cette première séance. Kaltenbrunner, frappé d'hémorragie cérébrale, n'a même pas pu faire une apparition. Dans l'après-midi, Ribbentrop déclarera forfait. Pendant l'énumération des atrocités et crimes contre l'humanité, il pâlit et perd connaissance. On ne lui savait pas l'âme aussi sensible. Le second jour, la cour invite les 21 accusés à prendre l'un après l'autre le microphone et à déclarer s'ils vont plaider coupables ou non coupables. C'est évidemment une affaire de pure forme, mais les accusés la prennent très au sérieux. La plupart se contentent de la formule habituelle « non coupable ». D'autres s'expriment d'une manière à la fois plus nuancée et plus catégorique. Ainsi, Schacht qui affirme avec forme « Schacht. Je ne suis coupable en aucune façon. » Jodl. Non coupable. De tout ce que j'ai fait et de tout ce que j'ai été obligé de faire, je pourrais répondre la tête haute devant Dieu, devant l'opinion mondiale et surtout devant mon peuple. Fritsch. Certainement pas coupable de ce qui est contenu dans l'acte d'accusation. La déclaration de S sera plutôt laconique. S. Non. Le président se tourne vers les greffiers. Vous enregistrez cette réponse comme non coupable. Comme les journalistes se mettent à rire, il ajoute d'un ton sec. Ceux qui troubleront l'audience seront expulsés de la salle. Mais voici Göring, pesant, l'air terriblement important. Avant de répondre à la question que me pose la Cour, je tiens à souligner. Il croit manifestement que l'heure de son grand discours est arrivée. Malheureusement, le président l'interrompt immédiatement pour lui faire remarquer que, pour l'instant, on lui demande uniquement s'il se reconnaît coupable ou non. Göring. Non coupable, dans le sens de cette accusation. Par la suite, le gros maréchal aura encore amplement l'occasion de discourir. Interrogé par le président, il parlera pendant 9 jours, pour ainsi dire, sans interruption. Se substituant à tous les autres accusés, il se chargera d'exposer le contexte politique et les principaux événements, bien entendu dans sa perspective, comme il les voit et comme il voudrait que le monde les voie. Les débuts de Hitler et du Parti national-socialiste, le soulèvement manqué de Munich, la fameuse Kampfheit, l'époque de la lutte pour le pouvoir, et la prise finale de ce pouvoir. L'accusation, de son côté, présentera sa version du prélude de la tragédie allemande. À travers les voix calmes et objectives des interprètes, s'annonce le grondement de l'avalanche infernale dont l'ultime coup de tonnerre éclata en cette journée fatidique de janvier 1933.